Nous sommes les Amazones d'Avignon. Des femmes en lutte, debout, organisées. Face au silence, à l'impunité, à la violence patriarcale, nous avons choisi la sororité, l'action, la parole. Pendant tout le procès Pellico, nous étions là. Présente, solidaire, offensive. Ce combat nous a renforcés. Les résistances auxquelles nous nous sommes heurtés nous ont prouvé que nous allions dans la bonne direction. Ce podcast est notre récit. Celui d'une mobilisation féministe. Collective, acharnée. Celui d'une alliance entre femmes pour soutenir l'une des nôtres. Car soutenir une femme, c'est soutenir chaque femme. Nous voulons raconter ce que d'autres veulent effacer. Nos colères, nos stratégies et nos victoires. Nous sommes des militantes. Nous sommes des combattantes. Nous sommes des sœurs. Nous sommes les Amazones d'Avignon. Et ceci est notre histoire. Aujourd'hui, on va recueillir le témoignage de Guylaine, qui est donc une des Amazones d'Avignon, qui va se présenter. Et l'interview est réalisée par Blandine et Aïssata. C'est compliqué pour moi de me présenter. Et je me dis que je suis une femme lambda, avec une éducation tout à fait ordinaire, on va dire. J'ai été élevée en Afrique. Je suis rentrée en France, je devais avoir 16 ou 17 ans. Ça a été un peu compliqué, bien sûr. J'ai été confrontée très tôt au racisme dans ma vie, y compris dans ma propre famille, enfin une famille un peu éloignée, mais ma famille quand même. Ensuite, j'ai fait mes études, un peu de manière erratique, on va dire, parce que j'ai essayé plusieurs voies professionnelles qui se sont avérées être des impasses. J'ai fini mes études de psycho et je suis devenue clinicienne et psychanalyste. Mon père est antillais, donc j'ai eu une éducation extrêmement difficile, dure, et de manière paradoxale, je me suis entendue dire toute ma vie par mon père et ma grand-mère maternelle: tu dois travailler, tu ne dois pas dépendre d'un homme, tu dois être autonome. J'ai entendu ça toute ma vie et je pensais pas qu'on pouvait dire autre chose aux filles. Donc j'ai été très étonnée après quand j'ai rencontré des copines à qui on avait dit « essaye de trouver un bon mari ». Ma grand-mère maternelle et ma grand-mère paternelle étaient des femmes qui étaient extrêmement actives. Alors ma grand-mère paternelle en Martinique était ce qu'on appelle une femme potomitan. Potomitan, c'est le poteau du milieu qui tient la maison. Ah oui, potomitan, poteau du milieu, d'accord. Donc elle tenait absolument toute la famille. Mon grand-père était ce qu'on appelait j'ose pas dire le mot. Bah, dis les mots. Un bâtard de Béquet. Donc ton grand-père était un bâtard de Ayotte, Monsieur Ayotte, qui s'est vanté d'avoir, 500 ou 600 bâtards dans toute l'île. Voilà un peu le contexte de l'île. Du côté de mes grands-parents maternels, mon grand-père était un communiste. Mon père l'appelait un communiste couillon avec beaucoup d'affection. C'est-à-dire c'était le communiste qui allait distribuer donc l'organe du parti tous les dimanches, et il avait une entreprise et tout le monde gagnait la même chose. Pour lui, c'était important, la justice, etc. J'ai quand même été baignée là-dedans, et mon arrière-grand-père maternel était un anarchiste. Il était venu du nord de l'Italie avec Garibaldi, quand ils ont fait l'unité italienne. Donc j'ai baigné très tôt dans une ambiance un peu politique, un peu militante, peut-être. Militante, oui, par mon grand-père maternel. Et c'était un peu paradoxal parce que en même temps, j'ai eu une éducation, je vous disais, traditionnelle. J'ai appris à broder et pas à coudre, par exemple. J'ai appris à faire la révérence pour dire bonjour. On a l'impression que tu parles du XVIIIe siècle. Là. Oui, mais je pense que oui, parce que historiquement, au niveau de la Martinique, c'était important que les filles comme moi aient une éducation qui pouvait faire qu'elles pouvaient se faufiler dans tous les milieux. Quand je dis tous les milieux blancs, bien sûr. Et quand je dis que j'ai été confrontée au racisme très tôt, dans ma famille, bien entendu, les cousins, les cousines, les oncles et les tantes, ils ont épousé qui pouvaient. Et je me souviens de mon père de l'avoir entendu dire, il a épousé une merlette. Alors je ne sais pas si vous savez que les merlettes, c'est noir.
et les mères, c'est marron foncé. Donc quand il a épousé une merlette, c'est-à-dire qu'il a épousé plus noir que lui. Et c'est une situation un peu paradoxale, mais tout compte fait, je pense que ce paradoxe, c'est celui de toutes les femmes, à un niveau ou à un autre, pas le même, mais on a toutes été confrontées à des paradoxes, à des contradictions, et il a fallu toutes qu'on le gère d'une manière ou d'une autre. Alors maintenant, ma vie militante, j'ai commencé donc en 68, donc j'ai commencé à militer au MLF, mais bon, c'était plutôt, on s'amusait, hein. On s'est beaucoup amusé, on a beaucoup rigolé. Ça a l'air drôlement fun, hein, vu d'ici. Oui, je pense que politiquement, j'étais pas très mûre encore, pas 20 ans, donc je me suis bien amusée. On s'est bien amusé avec les copines. Hein. Je vous prie de croire qu'à Paris, devant les CRS, bon, c'est là que j'ai appris qu'il valait mieux faire les manifs avec des baskets. Hein. Mais bon, voilà. Chose qu'on continue à appliquer. Exactement. C'est au moins une leçon qui dure toute la vie. C'est comme le vélo, on n'oublie pas. Et puis après, donc j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari, on n'avait pas 20 ans tous les deux. Et quelques années après est né Jérémy. Et toute ma vie, je me souviendrai que mon grand-père maternel m'a dit « Et surtout, donne-lui de bonnes idées ». D'accord, voilà. Très bien. Donc si je résume, tu t'es engagée très tôt au plan politique, d'abord parce que tu as baigné dans une famille militante, hein, oui. Et aussi sur le plan féministe, donc au MLF. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de t'engager en tant que féministe du coup? Puisque j'ai bien compris que, évidemment, il y avait des idées de gauche hein, dans ta famille, mais le féminisme, il t'est arrivé comment? Parce que j'avais toujours en tête cette phrase de mon père, « Tu dois travailler, tu dois être autonome, tu ne dois pas dépendre d'un homme ». Et ma grand-mère maternelle m'a toujours dit « Tu dois travailler, tu dois être indépendante ». D'accord, mais là, ça donne effectivement l'idée, notamment d'Ailimi, hein, qu'il faut avoir l'indépendance économique, mais je dirais le féminisme, c'est plus que ça quand même. Oui, c'est plus que ça, mais à l'époque, j'ai fait le pas vers le MLF parce que c'était le seul mouvement qui me paraissait correspondre à ça, à ces idées-là. En fait, c'était le problème de la dépendance, non? De l'indépendance, oui. Voilà, il ne fallait pas être dépendante. Oui. Et en effet, la libération de la femme, c'est lui donner son indépendance. Oui. Ouais. D'accord. Comment est-ce que tu as entendu parler de l'affaire Pélico, du procès Pélico, la première fois? Est-ce que tu te souviens de ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as ressenti? C'était il y a très longtemps. C'était par les médias. Il parlait d'une femme qui avait été violée par un certain nombre d'hommes. Et j'avoue que je suis tombée le derrière par terre. Parce que je n'arrivais pas à y croire. Pour moi, c'était absolument impossible. C'était de l'ordre de l'impensable. Oui, moi c'est la même chose, j'avais l'impression d'être dans un ascenseur et que le câble avait été coupé quand j'ai appris ça, voilà, pouf, une grande chute, oui, tout à fait. Et alors du coup, comment est-ce que tu t'es engagée dans le procès et à quelles actions est-ce que tu as participé, que ce soit à l'intérieur du tribunal, à l'extérieur voilà. Est-ce que tu peux développer les différentes choses que tu as faites? Bon, alors évidemment c'était avec les Amazones, hein. On en avait quand même pas mal parlé. Je dois dire qu'au début, j'étais assez... pour moi, c'était tellement impensable que je n'imaginais pas qu'on pouvait faire quelque chose. Mais vraiment, pour moi, c'était impensable. Je n'arrivais pas à croire qu'une telle chose pouvait arriver. Donc, ce que j'ai fait, c'est assister au procès, à certaines séances du procès. Ce qu'on a fait le premier jour du procès, c'est-à-dire le haka, hein, ces mouvements qui sont faits pour intimider l'adversaire et aussi pour montrer notre colère, hein, parce que je crois qu'au fur et à mesure que le temps passait, au fur et à mesure ma colère montait. Et je crois qu'à un moment, elle était vraiment irrépressible. Hein. Et puis tous les collages qu'on a fait, voilà. J'en ai parlé autour de moi et là aussi, pour moi, ça a été un choc parce que les gens n'imaginaient pas du tout que ça pouvait être important. Je crois que les gens me trouvaient un peu folle, un peu à côté de la plaque. Pour eux, ils voyaient absolument pas où était le problème.
Et quand tu dis les gens, c'était ta famille ou des voisins ou c'était plus éloigné? Non, c'était plus éloigné, c'était des copains. Ma famille, c'est très drôle parce que ma tante qui a 94 ans, j'ai plus qu'elle de très proche, elle était absolument révulsée et elle nous a suivis tout le long du procès. Elle était venue voir ce qu'on avait fait sur les féminicides au Ventoux. C'est elle qui m'avait dit bon, il faut marquer stop féminicide parce que sinon on comprend pas. Et 94 ans, j'en étais restée un peu surprise, tu vois. Mais oui, non, c'était plutôt des copains éloignés. Mais en fait, ce que tu soulignes, c'est cette incrédulité qui t'a saisi toi quand on a entendu parler. Oui. Sauf que la majorité des gens, ils s'arrêtent là, quoi. Ils n'y croient pas, tout simplement. Et même après le procès, ils n'y croient toujours pas. Oui, ils n'y croient pas. Et puis, ils trouvaient que ça les faisait rire qu'on s'engage. Ça les faisait rire? Oui, ça les faisait rire. D'accord. Et toi Moi, ça ne me faisait pas rire et je leur expliquais ce qui se passait. Et d'ailleurs, ils rient beaucoup moins maintenant. En fait, je ne comprends pas pourquoi ils rient. Parce que pour eux, ça fait partie de l'éternel féminin, de toutes les représentations... Être violée par 50 hommes? Oui, de toutes les représentations qu'on se fait des femmes, du combat des femmes, etc. etc. Ah ouais, en fait, je confesse, ça les fait rire, quoi. Oui. Mais en fait, ça les faisait rire parce qu'ils trouvaient que c'était inutile. Bon, j'ai aussi un problème, c'est d'être rarement prise au sérieux. Je fais les choses sérieusement sans pour autant me prendre au sérieux. Donc, effectivement, je ris beaucoup et les gens pensent que c'est pas très sérieux. Tu as commencé à développer un peu les collages et puis aussi l'espèce de haka, de démonstration qu'on a faite le premier jour du procès. Et ensuite, tu as assisté à peu près à combien de séances? J'étais 2 fois par semaine à peu près. 2 demi-journées à peu près. Voilà. Ouais, à peu près 2 demi-journées par semaine sur la durée du procès, c'est-à-dire 4 mois. Ouais. Donc oui, c'est... Et donc j'ai pu discuter avec les femmes, parce qu'il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes qui attendaient pour participer. Et ça a été aussi un choc pour moi. À quel point toutes ces femmes se sentaient concernées. C'était comme si quelque chose leur était arrivé à elles aussi. Et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup frappée. Oui, c'est vraiment ce qu'on entend, oui. Tu as participé aux audiences, donc tu as aussi fait la queue pendant des heures et des heures. Tu peux parler de ça? Oui, alors on arrivait très très tôt le matin ou très très tôt l'après-midi. On faisait la queue parce qu'il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Et dans la queue, il y avait quelquefois des réflexions un peu particulières. Une fois, je me suis demandé si on n'était pas à côté de familles de violeurs. Elles nous ont agressés en disant que c'était des présumés innocents, qu'on n'avait pas à parler comme ça, etc., etc. Oui, moi j'ai déjà été devant la fille d'un des accusés et qui était très très agressive aussi. Elle aussi a été très très agressive. Et en même temps, il s'est dégagé très souvent une grande proximité, une grande chaleur entre nous. Donc c'était aussi très très rassurant et très très touchant. J'ai trouvé que c'était très touchant. Et en audience, tu ressentais quoi? Comment ça se passait? Tu peux raconter un peu l'ambiance en audience? Bon, évidemment, on nous disait de ne pas manifester, de rien dire, de ne pas bouger. Mais alors, il y avait des paroles où on sentait comme un vent qui passait dans l'assistance. Oui. Et les gens qui étaient assez furieux, les femmes... Oui, parfois on était estomaqués, et avec l'interdiction de réagir, c'était d'autant plus difficile. Mais alors on sentait quand même... C'est drôle, hein. J'avais l'impression de voir du vent qui passait sur un champ. Tout le monde bougeait, tout le monde au même moment. C'est vraiment impressionnant au niveau de la sensation. Ouais. Vraiment. Oui, il y a des fois, il y avait parfois, par exemple, des détails très crus ou des choses... dites qui étaient complètement hallucinantes. Je sais pas moi, par exemple j'ai entendu l'un qui dit non mais si j'avais dû violer quelqu'un j'en aurais pris une jeune, pas une de... Oui, j'étais là quand moi j'ai entendu. Bon bah là évidemment tout le monde fait d'entendre des trucs pareils. Mais c'était vraiment la misogynie à ciel ouvert. Tout ce que vivent les femmes, une plus jeune, j'aurais pris une plus jeune. J'en aurais pris une plus jeune ou une belle. Ouais. C'était incroyable. Et après, il disait aussi beaucoup depuis ce qui m'est arrivé. Oui. Depuis ce qui m'est arrivé, il y a eu le choc carcéral, enfin les ouin-ouin tout le temps. Ça, c'est étonnant, ça, quand même. Oui, moi, je me demande, je pense qu'ils n'ont rien compris et qu'ils comprendront jamais rien. Parce que quand je les voyais sortir très fiers d'eux-mêmes, c'était un peu dur, hein, vraiment un peu dur.
Mais j'en ai beaucoup parlé avec ma petite fille qui est en terminale, et ce qu'elle me disait, ça me faisait froid dans le dos. Parce que ceux qui s'y intéressaient étaient très peu nombreux, et quand ils s'y intéressaient, c'était de manière, moi, ma meuf, si elle me trompe, je la tue. Hein. Moi, ma meuf, elle a rien à dire, c'est moi qui commande. Des gamins, enfin des jeunes de 17 ans. Donc, chaque fois, elle me faisait le compte-rendu des réactions, et j'ai été quand même un peu estomaquée. J'ai eu peur. J'ai peur. Oui, c'est particulièrement difficile, je trouve, pour les jeunes filles aujourd'hui. Avec le porno qui imprègne complètement qui imbibe le cerveau des garçons et qui, du coup, imprègne les relations entre les filles et les garçons. Mais bon, il y a les jeunes et puis il y a aussi leur relation à leurs profs. Je vous avais raconté l'an dernier, elle devait faire un exposé sur les féminicides et le prof lui a donné une sale note parce qu'il a dit qu'elle aurait dû mettre en parallèle les hominicides, les meurtres. Oui, bien sûr. Et elle m'a dit, tu sais, j'ai essayé de lui expliquer que ça n'avait rien à voir. Oui, non, la honte pour le prof quand même. Le prof était un homme. Il y a aussi le contraire. Moi, cette année, j'ai des élèves qui m'ont... En classe, j'ai eu des élèves qui ont fait des bruits de bouche, qui ont je sais pas comment on dit, la pchité là. Non, je sais pas. Enfin, qui m'ont fait des bruits de bouche, voilà, pendant que j'étais au tableau. À 3 reprises, donc c'était pas du tout le hasard. Il y a des garçons de 15 ans qui se permettent des choses comme ça. Je suis leur prof, j'ai plus de 50 ans. À quel moment? Et en plus, je suis pas particulièrement cool, quoi. Incroyable, Donc il y a vraiment, c'est vraiment pas une question d'âge, pas une question de génération. Ils sont complètement. D'ailleurs, dans les violences Gisèle Pellicot, il y en avait un qui avait 20 ans, alors qu'elle en avait 72. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais moi je trouve ça affolant quand même. Je trouve ça, ça me fait un peu peur pour la génération qui vient. Bon, maintenant, à part, préparer les jeunes. Enfin, moi je vois pour ma petite fille, la préparer, son père surtout, son père, sa mère, la mettent en garde, lui explique, lui ceci, lui cela. Elle est très avertie, ta petite fille. Oui, elle a la chance d'avoir une grand-mère et des amis féministes. Ouais. Je voulais te poser une question à propos des audiences. Toi qui as fait justement les deux choses, c'est-à-dire en audience où tu es obligé d'être passif, tu es obligé d'écouter, d'attendre, de patienter, etc. Et quand tu as fait les AK, le collage ou la sélection, etc., quand tu rentres chez toi après les audiences, comment tu te sens? Qu'est-ce que ça te fait? Après les audiences, j'étais assez en colère. Ah, d'accord. J'étais pas assez, j'étais très en colère. Très en colère. Pourtant, je suis pour l'application du droit, je suis vraiment pour le droit. Mais là, j'ai trouvé que les avocats, il y avait quelque chose à revoir. Ça n'allait pas du tout. J'ai trouvé que cette manière de mettre en cause la victime, pour moi, elle était insupportable. Et alors, en plus, quand elle a été mise en cause par une autre femme. On a cette chance-là, nous les Amazones, d'avoir aussi le prix, enfin c'est pas une chance d'ailleurs, on se l'est offert, on a pris la décision de ne pas justement rester passive, témoin de ce qui se passe, puisqu'on agit. Comment est-ce que tu articules ce qui s'est passé à l'intérieur du tribunal et à l'extérieur du tribunal? Par exemple les collages, les banderoles, etc. Voilà, comment tu l'as vécu et qu'est-ce que ça t'a apporté? Pour moi, ça a été très difficile et très douloureux. Mais bon, c'est toujours cette question du paradoxe qu'il faut gérer, qu'il faut régler. Ça a été difficile parce que je crois vraiment à la justice. Enfin, non, je ne crois pas à la justice. Je pense qu'un État sans justice ne peut pas exister. Voilà. Donc, au départ, j'étais pas du tout d'accord avec les Amazones, avec certaines filles, certaines Amazones à propos du procès Pellicot pour l'adresse, donner l'adresse des on n'a pas donné l'adresse, on a donné on a donné les noms, les prénoms, c'est tout. Mais il était question de pouvoir les retrouver. Non, on l'a pas fait. On l'a jamais fait, mais avant, on avait discuté de pouvoir le faire. Et pour moi, c'était pas possible. On a collectivement décidé de pas le faire. Si tu veux, pour moi, ça a posé la question des dommages collatéraux. Des dommages collatéraux aux femmes de victimes et aux femmes de violeurs. Les femmes de violeurs, oui. Oui, tout à fait. Et je pense aux femmes victimes. Tu as vu aussi. le lapsus que tu as dit? Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que je pense que, pour moi, c'était important. J'ai été
j'ai été... Partagée non, pas partagée, j'ai été aux prises professionnellement avec un enfant. Et, un enfant de violeur? De violeur, oui. Ah oui, d'accord. Et pour moi, ça a été compliqué. Mais je pense que de toute façon, je n'avais pas le choix. Il fallait faire quelque chose dans le sens de la reconnaissance par les gens des violeurs. C'était... Oui. Voilà. On pouvait... Enfin, à un moment donné, il fallait quand même prendre une décision qui était que c'était incompatible de dire on respecte les violeurs quand on marche sur la victime de cette façon-là. Oui, tout à fait. Oui, non, mais mais il m'a fallu du temps. Et ça a été douloureux pour moi parce que là, j'ai eu l'impression qu'on ne pouvait plus se parler. Et pour moi, vraiment, se parler, c'était important, même si on n'est pas d'accord. Pour moi, c'était important. Mais bon... Tu parles de qui, là? Quand on a fait toute l'histoire sur Amazon. Oui, en fait, ce que tu es en train d'expliquer, c'est qu'il y a eu un moment où ça a créé des tensions dans notre groupe, en fait, la décision. Et ça, j'ai trouvé dommage parce que j'avais envie qu'on discute de ça. Mais peut-être que c'était à la fois trop tôt et trop tard. Il fallait agir. À ce moment-là, il fallait agir. On a été obligé de prendre des décisions rapidement. Voilà. Avec le recul, qu'est-ce que tu en penses? Avec le recul, je pense qu'on a... Attends, de quoi? Des prises de décision rapides qu'on a faites. Qu'elles ont été bonnes, qu'il fallait les faire. Il fallait le faire. Il fallait les faire, absolument. D'accord, donc donc tu as pu participer au collage, etc. Et les jours où tu colles, quand tu colles, qu'est-ce que ça te fait? Je pense que je suis toujours animée par la colère. Quand je colle. Ça ne te soulage pas de coller? Ça t'apporte pas de... Non, ça me soulage pas, je suis en colère. Je colle parce que je suis en colère. Est-ce que tu as quelque chose qui t'apaise parfois? Est-ce que tu as trouvé ce qui pouvait t'apaiser? Dans l'action ou pas? Non, dans l'action, pas vraiment. Après coup, quand on en discute entre nous, oui, déjà ça fait retomber la mousse et puis c'est toujours très intéressant. Quand parler on fait des retours sur nos actions. On peut préciser que les actions qu'on a menées tout au long du procès, et même en dehors, c'est des actions qui sont toujours réfléchies collectivement et dont on parle. Donc on parle beaucoup de tout. Et aussi, on parlait beaucoup de ce qu'on entendait en audience. Oui. Il y avait un gros travail de partage. Tout à fait. Donc ça demandait l'effort de retranscrire, de reprendre les notes qu'on avait prises. Et déjà, ça impliquait une certaine distance par rapport à ce qu'on avait vécu. Et en fait, c'est drôle parce que moi, j'aurais aimé garder quelquefois longtemps les émotions vécues pendant les audiences, pendant les séances d'audience. En particulier, la colère, bien sûr, mais aussi la peine pour Gisèle Pelicot, vraiment. Oui, la compassion. Ah oui, c'est vraiment... Je me dis, c'est pas possible ce qu'elle entend, cette femme, c'est pas possible. Mais moi, quand je reprends j'avais des cahiers, au début, je notais tout, et je relus les notes, et j'ai ressenti exactement les mêmes émotions qui sont revenues, en relisant les phrases, tu vois. Et puis, c'est pareil, j'ai dû remonter sur la conversation WhatsApp. Des milliers et des milliers de messages. Mais j'ai dû aller faire de la recherche pour une journaliste qui me posait une question. Et relire tout ça, les émotions, elles sont intactes, en fait. Elles sont toujours là, intactes. Il suffit de relire les trucs et paf, t'es à nouveau dedans, quoi, complètement. Ah, oui. D'où l'intérêt de faire ce qu'on fait là aujourd'hui, Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ça me fait penser, qu'est-ce que tu as pensé de la couverture média du procès? Je ne sais pas répondre à cette question. J'ai trouvé qu'elle était importante, qu'elle était intéressante. Au-delà, je sais pas trop me prononcer. Je ne sais pas trop. Et au niveau de l'action, est-ce que tu penses que pendant qu'on faisait tout ce qu'on a fait, que ce soit à l'intérieur du tribunal, dans la salle des pas perdus et aussi dans la rue, nous avons formé pendant cette période-là une communauté de femmes? Alors, je voudrais que tu précises, parce que est-ce que tu parles de nous, Amazon? Non, alors oui, je parle de nous, les femmes qui étions engagées. Nous, les femmes, les Amazones d'Avignon, qui est une équipe qui s'est enrichie tout au long du procès, parce qu'en fait, il y a des femmes qui sont arrivées et qui ont pris part aux actions. Toi, tu en as fait partie depuis longtemps, ça fait déjà 5 ans que tu étais dans les toutes premières. Est-ce que tu penses que ces 4 mois ont fait quelque chose sur notre collectif
Et est-ce que tu pourrais exprimer, toi, de ton point de vue par rapport à la notion de sororité, dans ce qui s'est passé à ce moment-là et dans ce qui perdure aujourd'hui? C'est une question un peu difficile pour moi. Je pense qu'effectivement, quand nous étions dans l'action, nous étions une communauté, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont venues avec nous, qui étaient d'autres collectifs, enfin beaucoup. Il y a d'autres femmes qui sont venues, qui faisaient partie d'autres collectifs, et qui à aucun moment ne se sont senties engagées avec nous. En fait, tu dis beaucoup de femmes qui sont venues, on va être il y a des femmes très qui clair. sont venues. Il y a des femmes qui sont venues ponctuellement et qui appartiennent à d'autres groupes, mais qui n'ont pas organisé d'action particulière, en tout cas pas... voilà. En fait, j'espérais que ce mouvement allait nous amener beaucoup de femmes à se sentir solidaires. Mais c'est ce qui s'est passé en réalité. Il y a toujours des femmes, enfin des personnes, on va dire, qui ne se sentent pas solidaires de ce qu'on a fait, mais il y en a eu beaucoup quand même qui se sont sentis solidaires de nous. Oui, en fait, si tu veux, pour moi, solidarité, ça veut dire combat collectif. En fait, c'est pour ça que je suis un petit peu plus précautionneuse dans l'emploi de ce terme, parce que pour moi, la sororité, c'est obligatoirement attaché à la notion de combat collectif. Alors, d'accord, mais ça, on l'a eu. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu tout le monde qui nous a rejointes, mais malgré tout, on peut dire, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, Isata? J'ai l'impression, moi je comprends dans ce que tu dis, que en fait, c'est pas l'action qui fait la solidarité, qui fait la colle, qui fait le ciment entre les personnes. Il faut une intention, c'est ça, non? Pas tout à fait. Moi, je pense qu'en fait, c'est l'action qui fait la solidarité. Voilà, oui, c'est ça. C'est l'action qui fait la solidarité. Et après, quand il n'y a plus d'action, c'est tombé. D'accord. Donc pour toi, c'est un sentiment qui ne perdure pas. Voilà. Tu penses qu'il y a quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui? Je pense que de toute façon, il faudrait qu'on puisse parler avec les femmes qui étaient là. Je suis sûre qu'elles ont été impactées, qu'elles ont été touchées, qu'elles ont été... Non, ça n'a pas été inutile, ce n'est pas sans conséquence. Mais, voilà quoi. J'aurais espéré que ce soit plus, plus actif, qu'elles fassent le pas. Est-ce que tu aurais voulu recruter, en fait? Oui. Voilà. C'est ça, oui, convaincre. Non, mais en fait, je pense que j'entends ce que tu dis et je vois très bien ce que tu veux dire, malheureusement. Mais on peut quand même pas, effectivement, laisser de côté le fait qu'il y a beaucoup de femmes qui nous ont contactés sur les réseaux sociaux, qui sont venues nous voir, qui sont venues, regarde les Espagnols, qui sont arrivés à 200 le dernier jour. Non, mais après, regretter qu'il y a... des personnes qui se disent féministes, qui sont plutôt en quête d'identité et qui ont jugé bon plutôt de nous cracher dessus comme elles le faisaient avant et comme elles continuent à le faire après, j'ai envie de dire rien de nouveau sous le soleil. Hein. Féministe, en fait, c'est pas une marque. Féministe, c'est des actes. Oui, tout à fait. Mais je lisais un truc tout à l'heure qui était passionnant, qui disait que de toute façon, le féminisme était complètement clivé entre des gens qui ont des valeurs comme les nôtres et d'autres qui sont... Tu peux préciser nos valeurs? Nos valeurs, c'est-à-dire, bien entendu, l'égalité homme-femme. Rappelez-moi les valeurs. Je ne sais pas, l'universalisme. Oui, l'universalisme, la laïcité. surtout. La laïcité et puis l'abolition de la prostitution et puis le fait que toutes les femmes, je pense, elles ont un dénominateur commun, c'est d'être femmes par le sexe et que c'est pas à cause de notre sexe qu'on nous opprime. En tout cas, moi je suis convaincue que tout le monde peut s'auto-identifier n'importe quoi et dire par exemple je suis féministe. Et c'est pas parce que tu le déclares que tu l'es, en fait. C'est comme tout, il faut des actes, il faut des faits. C'est comme une femme. Tu peux pas dire je suis une femme, en fait. Une femme, c'est des faits, des chromosomes, etc., de l'ADN. Pareil pour le féminisme. À part qu'il faut souvent, quelquefois, je sais pas s'il faut dire souvent ou quelquefois, il faut du temps pour que les choses maturent et arrivent à... Il faut réfléchir. On n'est pas sur la pente la plus facile. C'est sûr que nous, on met pas de roses et de paillettes, et c'est pas glam. C'est pas une pente, c'est une côte. Une côte à grimper, pour l'instant. Un dénivelé. Voilà. Toi qui fais de la montagne, je vois très bien. Précisons que notre invitée ici présente est une montagnarde qui grimpe encore tous les week-ends.
Maintenant, avec le recul, ça fait plusieurs mois là que le procès est terminé. Qu'est-ce que tu en as gardé? Qu'est-ce que tu ressens? Quels sont les sentiments qui t'animent quand tu penses à tout ce qu'on a fait? Alors, de manière très, très étonnante, je pense que je suis devenue un peu plus tolérante à la diversité de pensées, même s'il y a encore quelquefois des paroles qui me font monter dans les tours. Je pense que je suis devenue plus tolérante. Je pense que la diversité que j'ai vue à l'œuvre au cours du procès Pellico, de toutes ces paroles, de toutes ces femmes que je connaissais pas, ça m'a, comment dire, ça m'a un petit peu rabaissé mon caquet. Et dans les émotions positives, il y en a quand même quand tu repenses au procès, enfin à ce qu'on a fait plutôt, pas le procès, mais à ce que nous avons fait. Oui, je pense à la chaleur qui s'est dégagée de nos actions, ça oui. Je ressentais une grande chaleur, une grande proximité humaine et quelque chose que je retrouvais d'un engagement à la fois militant mais familial. Ça, c'était important pour moi. D'ailleurs, ma tante m'avait dit « Ah ben ton grand-père, il serait content ». Est-ce que tu as des choses que tu voudrais ajouter, des messages que tu voudrais faire passer aux femmes qui nous écoutent, qui sans doute ont suivi le procès de loin, ou peut-être que tu veux leur partager quelque chose? Je crois simplement que le féminisme est un combat à mener, et en ce moment, il ne faut absolument pas baisser les bras, surtout en ce moment. Parce que, bien entendu, on a vécu le procès Pellico, mais en même temps que le procès Pellico, il y avait ce qui se passait en Iran, qu'on n'a pas laissé tomber d'ailleurs. C'est vrai que pendant tout le procès, on a aussi fait 2 manifestations. Et ce qui se passait, pour les femmes iraniennes et afghanes. Et c'est pour les afghanes. Et ça, c'est aussi important pour moi. C'est vrai qu'on n'a pas laissé tomber le reste. Pendant les travaux, la lutte continue. On a continué. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que c'est bien si des femmes rejoignent les organisations féministes, parce que plus on a de forces vives, plus on peut faire des choses. Oui. Et puis parce qu'il est temps que les jeunes prennent la suite. Les jeunes femmes prennent la suite. Mais dans notre groupe, il y avait tous les âges. Oui, tout à fait. Mais bon, je me sens quand même... Bon, d'ailleurs, tu n'as pas dit ton âge au début, quand tu t'es présentée. Je ne le dis pas. Tu ne dis pas. Mais enfin, on a compris que tu as une petite fille qui a 17 ans. Voilà. Voilà. Et que j'avais 20 ans en 68. C'est vrai, tu l'as dit. Vous avez écouté Les Voix des Amazones d'Avignon, Justice pour Gisèle, Justice pour toutes. Notre voix pour la mémoire des luttes, notre sororité comme arme, notre force contre le patriarcat. Nous n'avons rien cédé et nous ne céderons rien. À bientôt pour un prochain épisode.